Bonjour, vous êtes bien sur Paradj Culture Société, petit podcast que j'essaie de mettre en ligne. C'est l'épisode 6. C'est aussi une lettre d'info sur Substack. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et Paradj, c'est aussi pas mal d'articles en ligne. Vous pouvez aller découvrir tout ça. Je fais un petit enregistrement pour réagir à la première interview de notre nouvelle ministre de la Culture qui était présente sur le plateau de France Inter il y a quelques jours déjà. Bon, c'était fort intéressant, avec notamment pas mal de questions sur le musée du Louvre, sur la commission d'enquête, sur l'audiovisuel public, sur le futur de Madame Dati. C'est quand même assez intéressant tout ça, mais pas beaucoup de questions sur voilà, le ministère de la Culture, à part qu'on nous dit que ça va être un petit peu dur et qu'on aura des budgets en moins. Et à la fin de l'interview, il y avait une question d'un auditeur qui nous a permis de revenir les pieds sur terre et qui interrogeait la ministre sur la difficulté à financer les projets en milieu rural. Alors là, j'ai tendu l'oreille et j'ai noté une phrase que je vais vous livrer telle qu'elle. Notre cher ministre a indiqué: il y a encore des déserts culturels. Dieu merci, ce ne sont pas toutes les campagnes qui sont désertées par la culture, mais il y a des endroits où il ne se passe rien. Terrible, tragique. Et ben, du coup, j'attendais dans les jours qui viennent sagement les nombreux communiqués, je sais pas, d'organisations de gauche, d'organisations syndicales pour indiquer peut-être qu'à Madame la Ministre que cette formulation était un petit peu hasardeuse, mais non, non, c'était peut-être un peu optimiste de ma part. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la bouche d'une ministre de la Culture en 2026, il y a encore des déserts culturels. Bon, d'abord, ça veut dire que notre ministre s'appuie sur des chiffres. Donc c'est d'abord une vision comptable. Le ministère de la Culture a pas mal de data, comme on dit, a même un service entièrement dédié à ça. Et en utilisant de la data, elle voit bien que le ministère de la Culture n'est pas présent partout et qu'il y a plein d'endroits où l'argent ne ruisselle pas, pour le dire simplement. Donc, si c'est uniquement une vision comptable, bon, finalement, peut-être que on pourrait dire qu'elle a un peu raison, mais c'est un peu étrange comme manière de formuler. En tout cas, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle utilise cette expression de désert culturel. Et ensuite, cette expression, elle raconte quelque chose d'autre, évidemment, une vision assez classiste, si je puis me permettre, de la définition de la culture, qui est d'abord une définition liée évidemment aux pratiques artistiques et de création. Le ministère de la Culture, qui a été créé par Monsieur Malraux dans les années 60, vient d'un sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, quand même, il faut jamais oublier cette chose-là. Et donc, très souvent, la culture, pour le ministère, eh bien, ce sont les Beaux-Arts. Alors, on accepte que ça soit un petit peu élargi depuis quelques années. Évidemment, alors, il y a le spectacle vivant, évidemment, on a même accepté la BD ou, soyons fous, les musiques actuelles. Mais tout ce qui n'est pas de l'art, bon, déjà, c'est la première chose, ce n'est pas de la culture. Bon, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est une vision, on va dire, de la première période de la décentralisation culturelle, qui est un peu une vision, on le ministère est là pour amener de la culture à des endroits où il n'y a pas de culture. Donc l'accès aux grandes œuvres de l'esprit, aux grandes œuvres de la création, heu notre cher Jean Vilar disait élitaire pour tous. Alors, attention, attention, warning alerte, je ne prétends pas que toutes ces choses-là soient mal ou qu'il faudrait complètement changer et balayer d'un revers de main toute cette histoire de décentralisation culturelle, mais évidemment, il faut continuer à soutenir l'idée d'un accès à la culture et aux grandes œuvres de l'esprit. Il faut continuer à défendre la liberté de création. Il faut continuer à défendre l'exception culturelle. Je répète souvent ces choses-là, mais ça va mieux en le disant. En tout cas, on n'est pas dans une idée de tout balayer ce qui existe déjà, et on est bien heureux d'avoir
de grands équipements culturels qui nous permettent d'accéder avec des tarifs assez bas à des propositions artistiques et culturelles. Donc tout ça est une période de la décentralisation, mais tout de même, je trouve que c'est une vision un petit peu datée, si je puis me permettre, de cette définition de la culture. Et pourquoi je dis classiste? Évidemment, parce que très souvent, et les enquêtes sociologiques se répètent depuis 40 ans, évidemment, la pratique et l'accès à ces lieux culturels, je pense notamment évidemment au théâtre, aux opéras, aux salles de concert et aux musées, est une pratique d'abord bourgeoise, ou du moins aujourd'hui, en tout cas sur les classes moyennes supérieures à fort capital ou financier ou culturel ou les deux. Même si évidemment il y a plein de choses qui bougent, mais en tout cas quand on part de cette définition-là d'un ministère qui devrait amener la culture au peuple, euh, on est quand même confronté à ce problème-là. C'est que de quelle culture parlons-nous et l'accès pour qui, pourquoi. Et là, je suis obligé de faire une petite précision. J'ai l'impression que Madame Catherine Pégard, notre nouvelle ministre de la Culture, n'a pas vu, ou en tout cas n'a pas lu, n'est pas encore entièrement renseignée, mais elle a un an pour me faire mentir. Euh, Déjà d'une part que la décentralisation culturelle, eh bien, il s'est passé pas mal de choses depuis les années 60 et qu'aujourd'hui, le principal financeur de la culture sur les territoires, eh bien, ce n'est pas l'État, ce sont les collectivités locales et qu'en fait, il y a énormément de projets culturels qui vivent sans un euro d'argent public de l'État. Je pense par exemple à certaines compagnies de théâtre dans le spectacle vivant, mais aussi à certaines salles de spectacle, à des projets, à même des musées, des écomusées qui sont aussi de la vie culturelle et qui ne rentrent pas forcément dans les datas du ministère sur ce fameux désert culturel ou ces endroits où il ne se passe rien. Alors ces endroits où il ne se passe rien, il faut quand même savoir que maintenant toutes les billetteries au niveau national sont centralisées. Alors j'ai plus en mémoire le nom du dispositif, mais le ministère a ses chiffres de billetterie. Et c'est aussi, par exemple, en termes de data, une manière de montrer les endroits où il ne se passe rien, mais peut-être qu'il faudrait être capable de comptabiliser des choses où la billetterie n'est pas informatisée, n'est pas numérisée, des endroits où il se passe plein de choses, j'y reviendrai, sur l'ensemble des territoires. Les nouvelles étapes de la décentralisation culturelle, elles se situent par exemple sur des financements d'animation locale, d'associations culturelles de proximité, d'éducation populaire, mais je pense aussi par exemple aux bibliothèques. Le ministère de la Culture, évidemment, finance en partie le réseau des bibliothèques, mais très souvent, ce sont les départements qui sont à la manœuvre. Et je pense, moi qui habite dans les Hautes-Alpes et dans un endroit très rural, dans le sud des Hautes-Alpes, à toutes ces petites bibliothèques tenues par des bénévoles et qui sont extraordinaires dans des villages parfois de 200, 300 habitants. Il y a des bibliothèques, il y a des réseaux d'acteurs qui se mettent ensemble pour organiser parfois des spectacles, des concerts, des initiatives, des expos. Il se passe énormément de choses dans ces endroits qui sont, on va dire, dans les nouvelles étapes de la décentralisation culturelle. Et puis, dans cette nouvelle étape de la décentralisation culturelle qui existe depuis les années 80 quand même, tout de même, il y a tout ce qui se passe dans les interstices. Je pense notamment au fait que il y a de l'argent, y compris de l'État ou de l'Europe, qui intervient sur des projets qui ne sont pas seulement le fait de développer une offre, mais aussi dans le fait de développer des pratiques. Je ne sais pas, par exemple, la pratique artistique dans les hôpitaux ou en prison. Toutes ces choses-là qui existent un peu partout dans les quartiers populaires aussi, dans la politique de la ville, auprès des logements sociaux, des bailleurs. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai l'impression que très souvent, dans les chiffres du ministère, eh bien, on oublie cette vie culturelle intense qui existe un peu partout sur nos territoires. Et enfin, dans la deuxième évolution que Madame la ministre n'a pas eu le temps sans doute de développer sur France Inter, on ne lui jette pas la pierre, elle sera peut-être de nouveau invitée pour développer ces sujets-là, il y a quand même une deuxième évolution
c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les droits culturels. Je me permets d'ailleurs de dire au passage que l'État français a signé la convention de l'UNESCO en 2005, dont elle était d'ailleurs qui a été ratifiée en 2006, dont elle était d'ailleurs la France un des principaux rédacteurs, qui est une convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Je vais revenir sur de quoi on parle. C'est intégré notamment à la loi NOTRe, qui date, elle, de 2015, donc 2005-2006, ça fait juste 20 ans que c'est dans nos textes réglementaires en France, cette question des droits culturels. Alors, je ne vais pas faire un podcast, enfin, ça mériterait de faire un ou plusieurs épisodes sur les droits culturels, on y reviendra, mais pour le faire un petit peu court, ce qui a été un petit peu structuré autour de la déclaration de Fribourg, c'est l'idée que nous sommes tous porteurs de culture. Et donc, à partir qu'on a tous et que donc on doit pouvoir vivre, c'est là cette revendication d'un droit, comme j'allais dire, le droit au logement ou le droit à la santé. euh, on a le droit de pouvoir vivre notre vie culturelle, notre identité culturelle, et donc l'État est chargé de nous donner les moyens de pouvoir développer ces droits culturels et nos diversités, notamment aussi identitaires, enfin, la diversité culturelle qui existe à partir de nos vies. Si on part du principe que chaque être humain a une culture, ou moi j'aurais tendance à dire aussi des cultures entremêlées, mais en gros, la culture, c'est pas seulement le théâtre, l'opéra, la musique, les arts plastiques, mais c'est aussi toute une série de une vie sociale, de liens qui nous animent. On pourrait penser, par exemple, à la cuisine, mais aussi un rapport à la musique ou aux histoires qui sont parfois plus ancrées dans des traditions, ou même, si je puis me permettre, des cultures plus mainstream, issues de, par exemple, Netflix, c'est de la culture, les séries, c'est de la culture, le rapport à la musique, c'est culturel, le rapport à la danse, c'est culturel. Donc on est tous porteurs d'une culture. Donc dire il y a encore des déserts culturels, eh bien c'est un tout petit peu problématique quand on est ministre de la Culture d'un État qui a signé tous ces documents internationaux qui développent l'idée que l'État est garant d'un accès aux droits culturels et que donc nous sommes tous porteurs de culture et que l'État est là pour permettre de faire vivre toutes ces choses-là. Petit aparté, il existe en milieu rural des tonnes d'endroits où, évidemment sans le nommer et sans le théoriser, il existe une vie culturelle incroyable. Moi, j'habite dans une vallée où les gens qui veulent sortir et comment dire, sortir de chez eux, comme nous dit la ministre, je reprends la phrase exacte. Dieu merci, ce ne sont pas toutes les campagnes qui sont désertées par la culture. Non, c'est très drôle, c'est comme si la culture, c'était quelque chose d'abstrait, enfin même de concret, j'allais dire plutôt, qui arriverait, qui déserterait un endroit ou un autre. Et la phrase d'après, c'est mais il y a des endroits où il ne se passe rien. En tout cas, moi, j'habite dans une vallée et il se passe beaucoup, 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 beaucoup de choses et à tel point qu'on ne sait pas comment choisir. Et il y a tout un tas de micro-festivals, de programmation de cinéma alternatif aussi. Par exemple, j'ai la chance de côtoyer les acteurs du conte et des arts de la parole en France. Les conteurs et les conteuses en France sont extrêmement nombreux, présents sur l'ensemble des territoires, mais ne sont pas financés par le ministère de la Culture. Les musiques traditionnelles, les baltrades, quand vous vous déplacez un petit peu en France, vous vous rendez compte qu'il y a énormément, énormément d'initiatives un peu partout sur nos territoires et qui sont complètement en dehors des écrans radars du ministère de la Culture, qui n'a pas encore construit de cases pour ces endroits et ces acteurs-là, qui existent bel et bien et qui font en sorte que nos vies soient riches et qu'on sorte de chez nous pour se rencontrer. Voilà, je pourrais développer pendant des heures, mais je vais pas le faire. Juste deux mots avant d'essayer de conclure pour dire que cette question-là des droits culturels pose la question de nos identités croisées, le fait que on soit du monde rural, mais on est aussi mêlé à une culture plus mondialisée, plus mainstream, qu'on est aussi dans une identité à la fois traditionnelle, ancestrale, d'un rapport au vivant, d'un rapport aux saisons, à la nature, que ces choses-là font aussi culture,
puisque nos territoires font culture, mais il y a aussi cette idée de territoire euh, hospitalier avec des migrations successives qui se métissent, se mélangent et qui sont aussi porteuses d'histoire et d'identité culturelle. Toutes ces choses-là, toutes ces évolutions-là, enfin, qui sont pas des évolutions, qui ont toujours été là, doivent être prises en main par le ministère. Et donc, j'en viens à ma dernière question avant de conclure. Qu'est-ce que ça dit de nous, cette phrase de Madame la ministre Catherine Pégard? Bon, en fait, j'ai pas trop envie de méjuger cette personne que je connais pas. Je sais qu'elle était directrice du château de Versailles pendant des années, qu'elle a longtemps été journaliste. En tout cas, ça raconte plusieurs choses. D'abord, euh, le monde rural semble être devenu pour la droite française une priorité et pour le ministère, souvent d'une manière assez sincère, et notamment par les salariés du ministère, se posent vraiment des questions sur qu'est-ce qui se passe en monde rural ou qu'est-ce qui ne se passe pas là pour le coup. Euh, il me semble que la réalité des mondes ruraux, parce qu'il n'y a pas une ruralité mais des ruralités, pour l'instant échappe très largement à la capacité des services du ministère à rentrer dans euh, le fait d'affiner un point de vue sur ces sujets et comment les solutions proposées, notamment par des grands équipements j'allais dire, une troisième étape de la décentralisation qui serait de nouveau, ou des scènes nationales, des centres dramatiques qui allaient continuer à amener des spectacles dans certaines vallées, se confrontent au fait qu'il y a déjà des spectacles dans ces vallées, qu'il y a déjà des acteurs culturels qui existent et que donc c'est bien dans une logique de coopération et de financement sur des montants beaucoup plus faibles. Et donc c'est beaucoup plus complexe pour le ministère d'agir en monde rural. Il faudrait que le ministère soit capable de faire des subventions de 5 ou 10 000 euros sur plusieurs années pour certaines associations, et ça semble un peu en dehors de leur logiciel sur la manière d'agir en monde rural. Quand je dis la droite est à la manœuvre, je pense qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à ne pas simplifier, notamment un monde rural qui serait traditionnel et ancré dans des savoir-faire, une histoire liée au patrimoine, et un monde urbain qui serait tourné vers le futur et la vie en mouvement. Les choses sont bien plus complexes que ça, mais j'y reviendrai sans doute. Ensuite, moi, j'ai aussi pensé dans cette interview de la ministre qui tout de suite associe désert culturel et monde rural au quartier populaire. Très souvent, peut-être plus du côté de la gauche française, on a eu ce même discours sur il faut emmener de la culture à ces gens. Culture forcément un petit peu civilisée et qui nous ouvrirait de nouveaux horizons, etc. Il y a énormément de points communs finalement entre nos quartiers populaires et des grandes villes et le regard que porte une certaine bourgeoisie sur le monde rural qu'il ne connaît pas du tout. Et c'est assez intéressant de sentir euh, euh, comment ces points communs pourraient s'articuler dans le combat autour des droits culturels, autour du droit à faire vivre nos, nos identités complexes et plurielles culturelles à partir de projets financés notamment par de l'argent public. Et donc c'est assez intéressant de voir ce foisonnement associatif, cette vitalité culturelle dans les quartiers qui souvent ressemble à ce qui se passe en monde rural et qui est souvent en dehors des écrans radars du ministère. Et donc ça, c'est quelque chose de positif pour le futur, de comment on pourrait y travailler. Moi, une autre chose, c'est que ce genre de phrase me fait dresser les poils sur les bras parce que je le ressens. Bon, ça va être peut-être un mot un peu fort, mais quand on vit en monde rural, on se sent un petit peu délaissé. On est quand même un tiers de la population, mais alors on parle de nous quand même très très rarement dans les médias. On n'existe pas vraiment. Et en tout cas, cette phrase qu'on vivrait dans des déserts culturels, des endroits où il ne se passe rien, euh, on peut le vivre comme une espèce de forme de racisme ou de dédain. Euh, et finalement, ça s'articule aussi à cette espèce de racisme ontologique hein, qui nous traverse tous, hein. C'est un racisme français qui est construit depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend plus compte. Et l'affaire Bakayoko à Saint-Denis
me conforte dans cette idée-là que finalement le racisme contre les personnes racisées issues d'Afrique ou du Maghreb, et puis en mettant par-dessus ça la question de l'islam et de l'islamophobie, est quelque chose de très 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 ancré. Euh, et du coup, ma réaction de rural qui se sent un petit peu euh, dédaigné par ces prises de parole me conforte dans l'idée encore plus de comment articuler cette lutte contre le racisme qui doit être pour moi une des priorités politiques les plus importantes, et la lutte pour la défense des droits culturels, autant en milieu rural que dans les quartiers populaires. Bref, c'est une des réflexions que je me suis faite. Et puis ensuite, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on peut faire après ce genre de déclaration? Bon, d'abord dire, il n'y a pas de désert culturel. Par contre, il y a des déserts budgétaires. Et ces déserts budgétaires, nous devons absolument lutter contre, mais pas seulement pour réclamer la même chose que d'autres territoires, mais pour passer une nouvelle étape et changer de logiciel dans notre rapport à la construction d'une politique culturelle, et essayer de partir de ce foisonnement de ce qu'il existe déjà, et pas dans l'idée qu'il ne se passe rien, mais au contraire de renforcer ce qui existe, et de renforcer aussi l'interconnexion entre tout ce qui existe. Voilà, il y a énormément de petites choses, de tournées, de projets, de festivals qui sont interconnectés entre eux d'un territoire à un autre. Voilà, je pourrais là aussi en parler pendant des heures, mais ces outils de mutualisation, de coopération entre des territoires ruraux, entre des quartiers et des territoires ruraux, etc., ont besoin d'argent. Alors parfois, c'est pas beaucoup d'argent dont on a besoin, mais assez pour que ces choses-là soient pérennes et que ces réseaux soient vitaux. Et enfin, je pense qu'il n'y aura pas d'alternative sans une unité du peuple, vous l'avez bien compris, une unité du peuple, autant en milieu rural que dans les quartiers populaires. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et vous pouvez partager ce podcast autour de vous et vous abonner à Substack, Parage Culture Société. Merci beaucoup, à très vite.